Il y a un article que je cite dans Neuromania qui s'appelle «L'allure séduisante des neurosciences», où on a montré que si vous voulez persuader quelqu'un et vous mettez avec une image d'une IRM, même si l'IRM montre quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le propos, les gens jugent le propos plus sérieux. Parce qu'ils disent, bah voilà, ça se voit sur le cerveau, donc. Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints aussi nombreux pour cette conférence qui s'inscrit, vous le savez, au cœur d'une soirée d'inauguration, celle de Illusion qui a tort, qui a raison, une exposition du Centre d'action laïque de la province de Liège qui mêle à la fois immersion, apprentissage et réflexion et qui sera accessible jusqu'au 30 août prochain. Vous retrouvez toutes les informations par rapport à cette exposition sur www.calliège.be. Notre cerveau a ceci de particulier qu'il est, selon l'adage, le seul organe d'une part à s'être nommé lui-même. Qui plus est, il a une fâcheuse tendance à prendre son indépendance. Ainsi, si je vous demande de ne surtout pas penser à un éléphant rose assis sur un cheval à bascule, je ne peux qu'imaginer les images qui viennent de vous traverser l'esprit. Malgré les nombreuses recherches, les différentes théories concernant son fonctionnement, les tentatives de le contrôler, de le laver, de le reprogrammer ou encore de le domestiquer, le cerveau reste 1,5 kg d'infinies découvertes et de profonds mystères. Pour nous accompagner ce soir dans cette aventure aux confins des neurones, c'est un véritable Indiana Jones des synapses qui va nous accompagner. Il est psychologue, clinicien et docteur en neurosciences cognitives. Pendant 10 ans, il a travaillé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il a étudié les troubles anxieux et la résilience. Depuis 2012, il enseigne à l'université Paris 8. En 2014, il cofonde Chiasma, une structure dédiée au raisonnement critique et à la flexibilité mentale, explorant notamment la formation des opinions et leur impact sur la prise de décision. En 2019, il publie Votre cerveau vous joue des tours, un ouvrage qui explore la manière dont nos souvenirs peuvent être altérés et notre propension à adhérer aux fake news, entre autres. Aujourd'hui, il est de retour avec Neuromania, un regard à la fois passionnant et critique sur l'emballement médiatique provoqué par les neurosciences, qui rappelle à quel point notre cerveau reste un organe complexe qui échappe encore souvent à notre compréhension. Merci d'accueillir Albert Moukaiber. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que mon micro marche? Le micro marche? Le micro marche? Oui, je pense. Ok, merci Oui. beaucoup. Alors, première question assez classique. Et il y a des petits garçons qui rêvent, de devenir astronaute, cow-boy, pompier ou pourquoi pas tueur en série. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'étudier le cerveau? Le hasard. Non, vraiment. C'est un peu étrange à dire, mais j'étais assez nul à l'école. J'étais vraiment pas bon. Le bac, je l'ai à peine eu. Et après, j'ai eu une période d'errance. Je voulais faire de la génétique, puis j'ai voulu faire de l'informatique. J'étais un peu geek, etc. Et j'ai grandi au Liban, je suis d'origine libanaise. Et j'étais à l'université américaine de Beyrouth. Et dans le système américain, c'est un peu différent du système français. Je pense que le système français est plus proche du système belge. On peut prendre des matières qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Et du coup, j'étais inscrit, je ne sais plus dans quel diplôme. Et un jour, j'ai pris vraiment des cours de tout et n'importe quoi, des cours de poterie, de dessin, de machin. Et un jour, j'ai pris un cours de psycho. Je trouvais ça très intéressant et surtout, mes notes, soudainement, sont devenues très bonnes. Je suis passé de je galère à avoir la moyenne à être parmi les meilleurs de la classe. Et vu que je ne savais pas trop ce que je faisais, je me suis dit, bon, bah, tant que ça marche, on va voir comment ça se passe. Donc j'ai fait ma licence de psycho, j'ai fait un doc de bio, parce que j'avais commencé en génétique, parce que je ne sais pas pourquoi. Et après, je suis venu en France pour mon master. Et c'est à la Pitié-Salpêtrière, où je faisais mon stage de Master 1 de psychologie clinique. Le laboratoire et le département de psychiatrie adulte venaient de recevoir parmi les premiers casques de réalité virtuelle pour la recherche. Et hasard des choses, en France, il y a une séparation très forte entre les matières scientifiques et les matières littéraires. Moi, j'avais un profil où j'avais une licence en psycho, mais un doc en bio. J'étais assez à l'aise avec l'informatique.
Et donc, je maniais très facilement ce casque et les expérimentations nécessaires. Et on m'a proposé, est-ce que tu voulais pas faire un double cursus avec des neurosciences aussi? J'aimais bien la bio. Je dis OK, et j'y suis resté. Et comme ça, le reste, c'est de l'histoire, comme on appelle Et le ça, reste, avec c'est... un H majuscule. Dans Neuromania, l'une des idées principales est que les neurosciences sont parfois surinterprétées, ou en tous les cas mal expliquées dans le discours médiatique et populaire. Vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi cette dérive finalement, et cette folie, cet amour pour les neurosciences qui a surgi il y a quoi? Il y a une petite dizaine d'années peut-être, un peu Ouais, moins? ouais, ouais, oui. En tout cas, quand je faisais ma thèse, donc j'ai fait ma thèse en 2007 et 2010, personne parlait des neurosciences. C'est clair. Les biais cognitifs, c'était vraiment un mot inconnu du bataillon. Alors que les biais cognitifs, par exemple, ça n'a rien à voir avec les neurosciences. C'est de la psychologie cognitive des années 70. C'est vraiment un truc très très vieux qui a été remis au goût du jour avec les réseaux sociaux et les fake news et tout ça. Et pour les neurosciences, en fait, c'est presque des cycles. C'est-à-dire, quand on a, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure à l'inauguration, quand on a des sciences nouvelles qui touchent à la vie quotidienne, il y a automatiquement des dérives qui vont s'y greffer. Des dérives soit pour légitimer certaines opinions politiques, soit des dérives pour vendre des choses, pour avoir un gain économique. Euh, et c'était une question de temps, c'est-à-dire les neurosciences, mais aussi la psychologie, parce qu'avant les neurosciences, il y avait un engouement pour la psychologie. Il y avait même au 19e siècle, il y avait la phrénologie. On étudiait les crânes pour voir si quelqu'un a la bosse des maths, si une personne va être une bonne femme ou un bon mari, etc. etc., etc. Et c'était côté complètement pseudo-scientifique. Et même à l'époque, les sociétés académiques de sciences alertaient en disant non, 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 on vient de commencer à étudier le cerveau, et c'est pas du tout vrai cette histoire de phrénologie. Donc c'est vraiment quelque chose avec la psychologie, on a eu et on l'a encore dans les entreprises des tests de personnalité, les booster votre créativité, tout ça était là déjà en psychologie. C'est juste qu'au fur et à mesure qu'une science mûrit, elle devient moins sexy, j'ai envie de dire, et on attend le prochain nouveau truc. Aujourd'hui, la psychologie, ça fait plus autant rêver, et donc on a remplacé la psychologie un peu par les neurosciences, et puis il y a le mot science. Il y a un article que je cite dans Neuromania qui s'appelle L'allure séduisante des neurosciences, où on a montré que si vous voulez persuader quelqu'un et vous mettez avec une image d'une IRM, même si l'IRM montre quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le propos, les gens jugent le propos plus sérieux. Parce qu'ils disent, ben voilà, ça se voit sur le cerveau, donc on ne peut pas nier la biologie non plus. Là, c'est évidemment les scientifiques, mais les médias aussi ont quand même leur jeu là-dedans et leur influence, ou à un moment donné, pour peut-être simplifier le propos ou dans le but de le diffuser le plus facilement possible, on tend quand même vers une simplification ou une exagération de la qualité des neurosciences. Oui, absolument. Après, je ne pense pas qu'on peut exclure comme ça les médias. Il faut comprendre que la diffusion de la connaissance scientifique est tout un processus. C'est-à-dire, il y a les chercheurs, et déjà, les chercheurs ont une pression de faire, et les chercheuses, évidemment, ont une pression de faire certaines recherches. Parce qu'il faut demander des financements. Et je pense que j'apprends rien à personne en disant que les financements pour la recherche publique sont de plus en plus difficiles à avoir. Il y a une pression sur les chercheurs et les chercheuses de publier. Donc une fois qu'on a publié, souvent la structure qui chapeaute votre labo va vous demander comment est-ce qu'on peut valoriser cette publication. Donc déjà, les journaux des labos vont essayer d'extraire quelque chose qui va susciter un intérêt public parce qu'on se dit on pourra avoir des financements. Donc ça, c'est le premier niveau de dégradation. Une fois que le labo a communiqué sur les recherches, et là la dégradation est moindre, ça va passer au grand public, souvent par des relais des journaux par exemple, ou sur les réseaux sociaux, ça dépend. Et là, le journaliste ou la journaliste, ils ont un nombre limité de signes, donc ils vont se dire, ok, comment est-ce que je vais expliquer ça, et pourquoi est-ce que c'est intéressant. Souvent, on me dit, bah, pourquoi c'est important, pourquoi c'est important. Parfois, c'est pas important, c'est juste, on a découvert quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Et donc, il va y avoir cette pression encore plus d'un peu putaclic de faire en sorte que ça marche. Et au fur et à mesure de ces différents niveaux de dégradation, souvent on a tellement simplifié que ça a quasiment plus rien à voir avec la recherche initiale. Et on se retrouve avec, par exemple, hier, on m'a envoyé un post d'IRM. C'était souvent des IRM. Et quand vous voyez des IRM, méfiez-vous, puisque c'est vraiment pas aussi précis que ce qu'on imagine. Voilà votre cerveau quand vous êtes sur TikTok, voilà votre cerveau quand vous regardez un coucher du soleil, voilà votre cerveau quand vous êtes en train de regarder Netflix, voilà votre cerveau quand vous êtes en train de passer un moment au bar avec vos amis, etc. etc. Et évidemment qu'il n'y a pas ces recherches.
Il n'a pas assez de recherche pour une raison très bête et banale, c'est qu'on n'a pas d'IRM portable. Donc, comment est-ce qu'on peut voir l'activation du cerveau face à un coucher du soleil alors qu'on est dans une machine qui fait bah, 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 bah dans un hôpital? Donc probablement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a montré à des participants des images de coucher du soleil, puis on les a montré autre chose, et on a fait une sorte de truc, un effet minime, qui a été extrapolé, puis réextrapolé, puis réextrapolé, puis réextrapolé, et ça devient, ah bah votre cerveau, il est tellement plus cool quand vous êtes en train de regarder un coucher du soleil, et voilà des IRM pour le prouver. C'est vraiment une pression améliorative, utilitarianiste, qui dépasse les neurosciences. Et aller dire que c'est juste les médias qui déforment, c'est une sorte de surresponsabilisation sur un seul maillon de la chaîne. Ça touche quasiment toutes les sciences. Les gens qui travaillent, par exemple, j'ai des potes qui travaillent dans la recherche sur l'oncologie, le cancer, ils s'en prennent toute la journée des trucs on a découvert le cancer, le remède, où là, il y a vraiment des gens qui sont en souffrance. Limite, on dit, vous avez un cerveau gauche, cerveau droit. Il n'y a pas mort d'humain, quoi. Mais quand c'est sur les traitements pour le cancer, les traitements pour Alzheimer, l'épigénétique, la télépathie et la physique quantique, etc., il y a tout le temps ce truc de il faut que ça soit où il y a une sorte un peu comme des séries, alors que c'est un peu la vraie vie. Et je pense que c'est une tendance plus généralisée, et donc évidemment que ça va toucher les neurosciences. Ça va toucher ces sciences qu'on appelle donc les sciences socio-scientifiques, qui sont vraiment à l'intersection entre des sciences, de la science et la société, et qui sont des sciences assez nouvelles, donc qui permettent de se greffer dessus. Personne ne va dire demain, on a développé une technique révolutionnaire si vous vous cassez le bras. Parce qu'on se plâtre tous le bras et ça marche relativement bien. Il faut que ça soit quelque chose où il y a une incompréhension, il y a des zones d'ombre, il y a une incertitude, il y a une sorte de on ne peut pas y échapper, et de jouer sur des mythes presque fondateurs de l'espèce. Les premiers récits qu'on a écrits, par exemple, je ne sais pas, Gilgamesh, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, l'épopée de Gilgamesh peut-être, on essaie déjà Enkidu essayait déjà de ne pas mourir, de devenir immortel. Donc si quelqu'un va venir dire je peux vous rajeunir, la fontaine de Jouvence, donc on va dire, on a découvert maintenant un sérum épigénétique qui va renverser les gènes de la vieillesse et vous allez redevenir jeune. Les conditions intellectuelles, on va utiliser les neurosciences pour booster votre neuroplasticité et pouvoir décupler vos capacités de créativité ou de leadership. Et c'est tout le temps cette vision améliorative qui est très prégnante dans nos sociétés. Il faut être en bonne santé. On a par exemple une nouvelle maladie dans les troubles alimentaires qui apparaît, qui s'appelle l'orthorexie. Vous connaissez tous et toutes l'anorexie et la boulimie. L'orthorexie, c'est vouloir manger sainement tout le temps, donc jamais faire d'écart. Donc pour les frites belges, c'est mort. Mais et donc on est vraiment dans cette quête améliorative, et c'est tout à fait une sorte d'évolution naturelle et une continuité normale que des sciences qui touchent à notre intellect, à nos émotions, à nos intuitions, à notre créativité, soient happées par ça. Mais à côté de ça, alors du coup, si effectivement on ne peut pas dire que les médias sont les seuls, Ouais. évidemment responsables, en tant que citoyen aussi, parce qu'aujourd'hui, avec entre autres les réseaux sociaux, ce qu'on peut partager, étant tout un chacun avec notre téléphone dans notre poche, créateur de contenu, ou en tous les cas partageur de contenu, on doit s'interroger aussi finalement alors sur ce qu'on produit ou ce qu'on partage par rapport à tout ça. Quels sont les réflexes qu'on pourrait avoir, à part le fait de surveiller l'apparition des photos d'IRM, ça j'ai bien compris. Pour le reste, est-ce qu'il y a d'autres réflexes à avoir ça va te paraître à... bizarre. Quand j'ai sorti Neuromania, le premier entretien que j'ai fait, c'était Alexandre Lacroix, qui est l'éditeur, le rédacteur en chef avec de Philo Magazine. Et sa première question, il m'a dit, Albert, j'ai une question pour toi. Pourquoi tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis? Et je dis, je sais pas, j'aime pas cette branche. Pour être très honnête, et c'est un raccourci, mais c'est pas grave, 9 fois sur 10, quand on invoque les neurosciences dans un article grand public, sauf si on est en train de parler des maladies neurodégénératives ou des troubles du mouvement, le mot neurosciences n'a absolument rien à faire là-dedans. C'est la majorité du temps, c'est soit des études de psychologie, soit des études de sociologie, où on a mis le mot neurosciences juste parce que ça fait plus scientifique. Mais vraiment, je pense peut-être 90% c'est un peu élevé, mais je dirais dans 75-80% des cas, le mot neurosciences n'a vraiment pas grand-chose à faire. Par exemple, l'expo Illusion, la majorité, je pense même tous les effets, c'est des effets de psychologie cognitive. C'est pas des neurosciences. Les illusions d'optique, ça remonte à au moins 2-3 siècles. Au moins.
Ouais, donc c'est pas. Oui, non. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je parle plus Les de étiquettes neurosciences. sont Moi, je quelque. parle de ce qu'on Ouais. appelle les sciences cognitives. Les sciences cognitives sont une discipline interdisciplinaire qui inclut les neurosciences, la philosophie, l'anthropologie, la psychologie, la linguistique, etc. Parce que c'est le même sujet d'étude. Moi, j'adhère, on a des différents cadres théoriques, et moi, j'adhère à un cadre théorique qui considère que le fonctionnement humain appartient à ce qu'on appelle des systèmes dynamiques complexes. Les systèmes dynamiques complexes, c'est des systèmes qui ne marchent pas en causalité. C'est pas un truc cause un autre truc qui cause un autre truc, ou un truc cause 20 trucs et 20 trucs cause 60 trucs, on s'en fout de combien c'est complexe. Ça marche sur ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. Donc je sais pas, A cause B cause C, C a une rétroaction sur A, C a une rétroaction sur B, B a une rétroaction sur A. Et quand on travaille sur les systèmes dynamiques complexes, il y a une notion très centrale qui s'appelle les bons niveaux explicatifs, qui consiste à dire en fait un même phénomène peut être expliqué à différents niveaux. Par exemple, je sais pas, je vais étudier qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est triste. Je peux étudier ça au niveau chimique et moléculaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau des synapses? Je peux étudier ça au niveau des neurones. Quels réseaux neuronaux sont en train d'être impliqués? Mais la tristesse, c'est pas juste le cerveau. Je peux aussi étudier ça au niveau du reste du corps. Est-ce qu'on commence à pleurer? Est-ce que j'ai une boule au ventre? Est-ce que ma respiration s'accélère? Je peux aussi étudier ça au niveau du ressenti subjectif de la personne. Qu'est-ce que tu sens quand tu es triste? J'ai des idées qui ne sont pas très agréables, etc. Très bien. Je peux aussi étudier la tristesse, de comment elle s'inscrit dans une culture. Une personne française triste n'a pas les mêmes expressions de tristesse qu'une personne japonaise, qu'une personne brésilienne, qu'une personne polynésienne. Et ces différents niveaux explicatifs sont supposés se compléter les uns les autres. Ce qu'on découvre au niveau de la synapse doit être cohérent avec nos modèles théoriques au niveau des neurones, qui doivent être cohérents avec nos modèles théoriques de l'organisme, de la psychologie, etc., etc. Et donc on s'est dit, on ne peut plus continuer à chacun étudier chaque chose dans son coin. Les neuroscientifiques vont regarder le cerveau, les biologistes vont regarder les synapses, les psychologues vont regarder l'expression, les anthropologues. On s'est dit, il faut qu'on fasse un truc interdisciplinaire. Et comme ça, on n'a plus à se soucier de est-ce que c'est des neurosciences, est-ce que c'est de la psychologie, est-ce que c'est de la sociologie ou est-ce que c'est de la biologie. C'est un découpage complètement artificiel qui dessert l'objectif qui est de comprendre notre fonctionnement. Et donc aujourd'hui, on dit sciences cognitives et comme ça, c'est réglé. Oui, parce que c'est un sujet récurrent dans Neuromania où vous avancez le fait qu'au fur et à mesure de la découverte du cerveau, chaque fois on entre dans un nouveau type de catégorisation, Ouais. mais on ne fonctionne pas de manière transversale. On va, comme vous avez parlé de la bosse des maths, etc. Et Oui. puis finalement cerveau gauche, cerveau droit, Oui. et puis plus Trois tard cerveaux. alors troisième Le cerveau et cerveau ainsi de suite. reptilien, machin, etc. Qu'est-ce qui fait que c'est systématiquement une mécanique d'étiquette finalement qu'on va coller sur certaines parties du cerveau plutôt que de pensée transversale? Alors déjà, le système éducatif, social et professionnel ne promeut pas énormément la transversalité, pour dire ça de manière très euphémiste. Deux, le cerveau est un des objets les plus complexes qu'on connaît de l'univers. Donc c'est difficile. Et souvent, on a ce réflexe de, quand on a quelque chose de très compliqué, de très complexe, on va faire des analogies avec la technologie la plus poussée de l'époque. Donc le cerveau est passé au XVIIe siècle où c'était vraiment des automates, que le cerveau fonctionne comme des automates avec des rouages, etc. Descartes avait écrit dans son livre que par exemple la douleur c'est comme si on tire sur une corde et il y a une clochette dans le cerveau et ça fait gling 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 et après on a mal. Donc vraiment une version très très mécaniste. 19e siècle, on commence à découvrir l'électricité et de réaliser que l'électricité joue un rôle. Ce qui n'était pas complètement faux, mais pas complètement vrai, parce que c'est aussi chimique. 20e siècle, c'est l'ordinateur. Donc là, on est le cerveau ordinateur. On va appareiller d'une manière qui semble hyper logique. Donc on va dire, le cortex visuel, c'est la carte graphique. La mémoire, c'est la mémoire vive. La mémoire de longue durée, c'est le disque dur. Le cortex auditif, c'est la carte son. L'alimentation, c'est l'alimentation. Le refroidissement, c'est la régulation de la température. Et qu'on fonctionne un peu en signal entrant, signal sortant, comme un ordinateur. À nouveau, l'analogie ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, vous le savez tous et toutes, je ne vais pas vous apprendre quelque chose, c'est le cerveau et les IA, ça fonctionne pareil. Et ça va se casser la gueule. Et il y a un chercheur en neurosciences que j'aime beaucoup qui a dit l'histoire des neurosciences est un cimetière d'analogies.
Et donc, c'est le même procédé pour comment on découpe notre psychologie. Donc, il y a des artistes et des scientifiques. On va dire, on a un cerveau gauche pour les artistes et un cerveau droit pour les scientifiques. On a découvert que ça marche pas comme ça. On s'est dit, on a des pulsions, etc. Donc, on s'est dit, OK, c'est 3 cerveaux. Il y a le cerveau reptilien, le cerveau mammalien et puis le néocortex. On a découvert que c'est pas vraiment comme ça. Et ça va continuer jusqu'à ce qu'on sache comment ça marche. C'est une évolution normale dans l'histoire des sciences. Tant qu'on n'a pas un paradigme, on va errer. Et pendant qu'on erre, on ne vit pas coupé du reste de la société. Des personnes vont se dire, il y a des chercheurs qui proposent ça, peut-être que je peux me l'approprier et faire autre chose avec. Et une fois que ça se stabilise, on n'en parle plus. Si ça se stabilise un jour. En tout cas, je ne pense pas que ça va se stabiliser au cours de mon vivant. Mais... On a encore un peu le temps. Vous avez encore un peu de boulot, quoi, en fait. Oui, mais... Oui, ça va. On n'en manque pas. Pas goût d'espoir. Mais en attendant, pendant ce temps-là, évidemment, il y a des gens qui profitent. Oui. Clairement, de cette situation de flottement, que ce soit en termes politiques, que ce soit en termes de marketing, justement, pour essayer de nous vendre des choses, etc. Comment on peut se défendre, finalement, face à ces espèces de rouleaux compresseurs qui sont mis en place et qui piègent notre cerveau, finalement, qui jouent sur nos faiblesses en termes de réflexion, en termes de biais cognitifs? Quels sont, par exemple, les biais cognitifs les plus courants ou les plus usités par le marketing ou la politique ou les entreprises en général? Il y en a tous et toutes sont exploités. Il y a des unités dédiées à ce qu'on appelle l'architecture du choix. La majorité des grandes boîtes aujourd'hui ont des unités d'architectes du choix. C'est des gens qui essayent d'influencer le fonctionnement. Et ça, on n'a pas attendu les neurosciences. Le marketing a découvert les biais cognitifs bien avant que la psychologie appelle ça des biais cognitifs. Et comment est-ce qu'on s'en défend? Alors, il y a différents niveaux explicatifs. Il y a à l'échelle individuelle, donc apprendre à développer son raisonnement critique, etc. Mais je pense que ça ne sera pas assez. Je pense que tout le raisonnement critique du monde ne serait pas suffisant pour résister au matraquage informationnel qu'on est en train de vivre. Je pense que la solution est bien ailleurs et elle est au niveau du groupe. Je pense qu'on vit dans une société qui est très améliorative, mais aussi on vit dans une société qui est très individualiste. C'est le développement personnel. Alors que profondément, on est une espèce sociale. Et on est une espèce sociale qui a toujours réussi quand elle a délégué des choses aux uns et aux autres, quand on devient les garde-fous les uns des autres. J'ai une question sur le journalisme, tu vas être mon garde-fou, tu as une question sur le cerveau, mais que moi je veuille être le garde-fou de tous les sujets pour moi-même, c'est naïf. En fait, le raisonnement critique, contrairement à ce qu'on croit, c'est avant tout un raisonnement collectif. Ce n'est pas un raisonnement de l'individu. Pour avoir un bon raisonnement critique, on a identifié 4 piliers, et il y a un pilier qu'on ne peut pas apprendre. C'est pas possible à cause de plein de limitations. Je peux vous donner les 4 piliers, comme ça vous voyez de quoi je veux parler. Donc il y a 2 piliers qui sont faciles à apprendre, un pilier qui est un peu compliqué, le dernier c'est quasiment impossible, et ça montre pourquoi l'esprit critique c'est avant tout quelque chose de collectif. Donc le premier pilier c'est d'avoir ce qu'on appelle une bonne métacognition, c'est-à-dire de ne pas croire ce que mon cerveau me dit, de pouvoir inhiber, c'est un peu l'exercice de la tâche de Stroop, le jeu auquel vous pouvez jouer, de devoir inhiber quelque chose pour activer autre chose. Et ça, on peut apprendre potentiellement aux gens de développer un peu leurs compétences métacognitives. La deuxième, c'est apprendre les pièges de la pensée. Donc connaître les biais cognitifs, connaître les syllogismes, les paralogismes, donc les pièges de la logique et du langage, parce que c'est pas la même chose, mais ils sont proches. Et ça, on peut l'apprendre aussi. On peut faire des cours d'esprit critique, des cours d'éducation aux médias, apprendre à vérifier les sources, apprendre à croiser les sources, etc., etc. Et après, les 2 autres piliers sont un peu plus compliqués. Le troisième pilier, c'est avoir de bonnes attitudes. Donc, être ouvert d'esprit, avoir une humilité, etc. Et je ne sais pas si vous connaissez, je suis sûr que vous connaissez des personnes arrogantes dans votre entourage. Pour leur apprendre à être humble, c'est pas gagné. Mais on peut imaginer que dans le futur, on pourrait développer une méthode pour apprendre l'humilité. Je vais attendre longtemps, mais disons que quelqu'un réussit. Il y a le 4e pilier qui est le gros problème, et qui est, pour pouvoir raisonner critiquement sur un sujet, il faut avoir, la phrase va être un peu complexe, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire, avoir une bonne humilité épistémique, avoir une bonne connaissance épistémique du sujet. En gros, s'y connaître. Et ça, c'est juste pas possible que je m'y connaisse en tout. Donc, si, je sais pas, ma voiture tombe en panne, il faut que je la répare. Et j'ai le choix entre 2 personnes. À ma gauche, il y a le plus grand raisonneur critique de l'histoire de l'humanité. Mais cette personne manque le 4e pilier, elle ne s'y connaît pas en mécanique des voitures.
Elle connaît tous les biais, elle est hyper humble, ouverte d'esprit, etc. Et à ma droite, j'ai un garagiste qui a jamais entendu parler d'esprit critique, qui ne sait pas c'est quoi un biais cognitif, qui n'a même jamais pensé au cerveau en général. Ma voiture est en panne, sans réfléchir, je la donne à la deuxième personne. La personne qui est experte en raisonnement critique, elle ne peut pas m'aider du tout. Et ce n'est pas possible, dans le laps de temps qu'on appelle notre vie, d'avoir une bonne compréhension épistémique de tous les sujets auxquels on est exposé. Des OGM, au réchauffement climatique, à la situation en Ukraine, je sais pas moi, à la réforme des retraites, au jugement de Marine Le Pen, etc. Je ne peux pas faire tout ça. Historiquement, on s'en sortait en déléguant, à travers la confiance. On parle souvent de conformité comme si c'est quelque chose de mauvais. Je n'ai pas envie de me conformer, je ne suis pas un mouton, etc. En fait, il y a deux formes de conformité. Une conformité qui n'est pas bonne, qu'on appelle la conformité normative. C'est quand je suis un groupe par la pression. Donc, je sais pas, j'ai vu un film avec des potes. Moi, j'ai trouvé pas mal, mais en sortant, j'ai réalisé que tout le monde a détesté. Et je vais dire, j'ai détesté aussi, parce que je n'ai pas envie de défendre un film pourri. Donc la conformité normative qui n'est pas très bonne, mais on a une autre forme de conformité qui est ce qu'on appelle la conformité informationnelle. C'est quand, en fait, j'ai l'humilité de réaliser que ta connaissance est meilleure que la mienne, et donc je vais te suivre, et pas me suivre moi-même. Mais ça se base sur la confiance. Si on veut résoudre nos problèmes de fake news, nos problèmes de lutter contre les manipulations autour du cerveau, ou autour de la physique quantique, ou autour de l'économie, ou autour de ce que vous voulez, on a besoin de recréer des liens de confiance pour être des garde-fous les uns des autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à une sorte d'attaque sur la confiance, où on donne toutes les raisons possibles et imaginaires pour que la confiance soit délitée. Le système judiciaire fonctionne pas pareil pour tout le monde. Les médias sont centralisés dans la poignée de quelques individus, en tout cas en France. J'espère qu'en Belgique, c'est un peu mieux. Encore une fois, en France, les budgets de tout ce qui est culture, éducation, etc., sont sous attaque. Aux États-Unis, ils ont littéralement fermé le département d'éducation, donc comme ça, c'est réglé. Et c'est comme si on a oublié qu'un pays ne peut pas être géré comme une entreprise. Un pays, il faut investir. Je vais faire une analogie très simple sur pourquoi ça ne marche pas. Si moi, je suis un individu, je suis une entreprise, si je fais des économies, j'ai plus d'argent. Parce que mes économies et mes dépenses sont indépendantes l'une de l'autre. Mais si je suis un pays, je fais des économies, je ne fais pas nécessairement de l'argent, parce que mes dépenses et mon économie sont liées l'une à l'autre. J'ai besoin d'investir dans mes citoyens pour qu'ils puissent se nourrir. Si je coupe le budget, je ne suis pas plus riche, je suis plus pauvre, parce qu'il y a moins de gens qui peuvent s'éduquer, parce qu'il y a moins de gens qui peuvent se soigner. Et on fait tous comme si c'est la même chose. Et donc la solution doit être plus à un niveau politique, où on doit investir à nouveau les services publics parce qu'ils sont vecteurs de confiance, d'investir le système judiciaire qui soit plus équitable, parce qu'on a un cerveau qui est comparatif, on a besoin de cohérence systémique pour avoir de la confiance. Réinvestir des médias diversifiés, indépendants, au lieu de tous faire racheter par tout le monde, avec une sorte de matraquage permanent. Parce qu'avant, on disait, quand j'ai commencé à bosser sur les fake news, j'étais membre du panel d'experts du CSA pour la lutte contre la désinformation en ligne, on avait juste peur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la désinformation, elle n'est pas juste aux réseaux sociaux. On peut avoir une émission sur CNews où on invite une climatologue du GIEC et on lui met un bandeau « Réchauffement climatique, l'exagération de trop ». Et on va laminer la dame alors qu'elle est membre du GIEC et les gens autour de la table, ils ne s'y connaissent pas du tout. Ils vont lui dire « Mais regardez, on est en avril, il fait encore froid, il est où ce réchauffement climatique ?» Et la dame, elle est dépitée, c'est une vraie histoire, hein. Vous pouvez regarder le clip, c'est assez fascinant. Elle essaye de leur expliquer qu'il y a une différence entre climat et météo. Et eux, ils sont en mode, vous nous embrouillez avec vos mots, c'est la même chose, arrêtez. Et donc, c'est vraiment un truc plus systémique. Le bon niveau explicatif n'est pas l'individu. Ça ne veut pas dire que l'individu n'est pas important. C'est hyper important de faire de l'éducation à l'esprit critique, etc. Mais il faut faire attention de ne pas faire ce tour de passe-passe où on tombe dans ce qu'on appelle une surresponsabilisation des individus. Et donc, on ignore ce qu'on appelle les facteurs externes. Alors que les facteurs externes sont centraux parce qu'on n'est pas juste notre cerveau. On est un cerveau qui est en interaction avec un corps, qui est en interaction avec un environnement. Ouais, comme c'est beaucoup plus complexe que simplement d'imaginer que c'est cette boîte-là. Oui, genre moi, je travaille sur les biais cognitifs et le raisonnement critique depuis presque 20 ans. J'ai autant de biais que vous. Hein. C'est pas possible d'avoir moins de biais. C'est une propriété de mon cerveau. J'ai juste moins de biais que vous,
dans un design expérimental d'une recherche en neurosciences. Mais si je ne sais pas, on va discuter de l'économie, je suis aussi biaisé que n'importe quelle personne dans la salle ou n'importe où. Vous piochez quelqu'un au hasard et il est probablement meilleur que moi en économie. Donc le risque aussi, donc, c'est de voir finalement ces neurosciences telles dans tous les cas qu'elles sont utilisées par certains. Je veux dire, pousser une espèce de vision aussi, vous en parlez dans le bouquin, déterministe de l'être humain, où on bascule vers une sorte de lecture normative finalement des comportements qu'on pourrait faire à nouveau entrer dans les cases, ce qui, si on en revient à l'idée de vendre des choses, est évidemment très confortable. Ouais, j'ai fait une chronique, il y a une émission de radio en France qui s'appelle La Dernière sur Radio Nova. J'ai fait une chronique ce dimanche et c'était sur cette catégorisation de comment on aime bien mettre des étiquettes et pourquoi parfois c'est utile. Je parlais des légumes. Les légumes, ça n'existe pas, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une catégorie qui ne veut rien dire. Ce que vous mangez, c'est soit des racines, soit des feuilles, soit des tiges, soit des fleurs, soit des bulbes, mais ça n'existe pas d'un point de vue botanique, la biologie, mais c'est pratique de dire manger des légumes. Et donc on l'utilise. Le problème, c'est que parfois on crée des catégories qui sont soit trop grossières, comme quand on catégorise les gens selon le taux de mélanine qu'ils ont dans leur peau, ce qu'on appelle genre les blancs, les noirs, machin, machin. C'est juste de la mélanine dans l'épiderme, mais c'est devenu une sorte de super catégorie. D'ailleurs, avant, on catégorisait les gens sur la couleur de cheveux, et donc on discriminait les roux, ce qui est encore tout aussi absurde. Et donc, effectivement, ces catégorisations sont ce qu'on appelle des catégorisations performatives. C'est-à-dire, quand on crée des catégories, ça a un impact sur notre fonctionnement. On catégorise, puis on s'identifie à une catégorie, puis on compare avec les autres catégories. Donc, ça peut être un business super si je vous dis, en fait, je sais pas, les tests de personnalité en entreprise, on va catégoriser votre personnalité et on va pouvoir savoir votre personnalité spécifique, elle a le plus d'affinité avec qui pour créer des équipes qui fonctionnent en synergie le mieux entre elles. C'est complètement bullshit ce que je viens de vous dire, mais ça paraît cohérent. Et donc, on va pouvoir catégoriser. On catégorise de plus en plus l'intelligence qui est haut potentiel, qui n'est pas haut potentiel. On va catégoriser l'attention, qui est un trouble de l'attention, qui l'a pas. Et c'est des mots qui sont vrais. C'est juste qu'on va les dévoyer dans des tests un peu plus bidons, dans des manières de mesurer. Alors que la psychométrie, c'est toute une science assez rigoureuse de s'assurer qu'il y a des critères de validité, qu'il y a des critères de fiabilité, etc. On va faire fi de tout ça pour créer des catégories et après cibler. En disant, ah, bah toi, tu as une personnalité bleue. Il ne faut surtout pas que tu sois pote avec des gens qui ont une personnalité verte. Alors que les tests ne veulent. C'est vraiment comme des horoscopes pour les gens qui se disent je ne suis pas assez con pour croire aux horoscopes. Une des solutions, est-ce que ce n'est pas aussi un peu parfois de prendre de la distance avec tout ça? Parce qu'on est effectivement soumis systématiquement aujourd'hui avec notre téléphone portable, à un flux ou même un flot ininterrompu, où on nous demande régulièrement aussi notre avis, de donner réaction, souvent binaire aussi, comme vous l'avez dit, avec un film, tout le monde le déteste ou tout le monde l'adore, coucou Blanche-Neige si tu nous regardes, oh mon Dieu, Blanche-Neige. entre autres, et ainsi de suite. Comment on fait à un moment donné pour prendre de la distance sans parfois souffrir de sentir presque coupable, de ne pas être au courant du truc ou de ne pas être dans le sujet du moment, etc. Alors, il y a plusieurs techniques pour faire ça. Une des techniques que j'aime bien, c'est de se demander, est-ce que le truc auquel je suis exposé en ce moment va être encore important dans 7 secondes, dans 7 minutes, dans 7 heures, dans 7 jours, dans 7 semaines, dans 7 mois ou dans 7 ans? Pourquoi c'est 7? C'est aucune raison. Vous pouvez faire ça avec 2 ou avec 10 ou avec 5, ce que vous voulez. C'est juste d'évaluer l'impact souvent. En fait, il y a quelques années, j'ai fait quelque chose, peut-être que je devrais le refaire parce que ça me faisait du bien. Je lisais les nouvelles avec 2 semaines de décalage. Je sauvegardais des pages tous les jours et j'avais une sorte de logiciel qui me montrait les nouvelles d'il y a 2 semaines. Et si vous faites ça, le truc qui m'a le plus choqué, c'est combien la majorité des nouvelles, 2 semaines plus tard, on s'en fout. Royalement. Le truc qui était genre vraiment la crise morale infinie de la société, poup, disparaît. Et parfois, c'est des sujets qui sont restés dans le cycle des news pendant des mois. Je vous donne un exemple très banal. Aujourd'hui, tout le monde parle de ChatGPT et AI et machin et tout ça. Il n'y a même pas un an, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout le monde était sur la blockchain. Plus personne ne parle de blockchain. Elle est partie où la blockchain? Poup, disparu. Et du coup, de questionner, est-ce que ce truc
est-ce que ça m'impacte, moi, dans ma vie quotidienne, ou dans mes valeurs, ou dans mes principes, ou est-ce qu'on est en train de me demander... Parce que le problème, c'est pas du tout la quantité d'informations. Moi, je pense que quand on était chasseur-cueilleur, avant d'avoir inventé l'écriture et tout ça, on avait beaucoup plus d'informations qu'on devait retenir. Il fallait savoir c'est où qu'on peut chasser, où on ne peut pas chasser, c'est lesquels les champignons que je peux manger et les autres qui me tuent, où est-ce qu'il y a un cours d'eau, quand est-ce que le temps va changer, parce qu'on ne pouvait pas regarder la météo, etc., etc. On devait... Mais la nature de l'information, c'était une information actionnable, qui touche mon action dans ma vie quotidienne. Je pense que le taux informationnel n'a pas tellement changé au cours de l'histoire. C'est très difficile de le mesurer, donc peut-être que je me trompe, mais c'est pas grave. Par contre, ce qui a sûrement changé, c'est la nature de l'information. Aujourd'hui, on nous demande de se positionner sur des choses sur lesquelles on n'a aucune marge de manœuvre et aucune action. Qu'est-ce que tu penses? La dernière fois, je ne sais plus où j'étais, on m'a dit genre, qu'est-ce que tu penses des éoliennes? Pourquoi vous me demandez qu'est-ce que je pense des éoliennes? Je suis neuroscientifique, je ne travaille pas je travaille pas chez EDF, je ne connais rien sur les éoliennes. On était à un dîner, je n'étais pas en conférence, encore heureux. Je disais, mais je ne sais pas. Et c'était presque décevant. Genre, pourquoi tu n'as pas d'avis sur les éoliennes? Je ne sais pas, je ne m'y connais pas en éoliennes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et je pense qu'un bon moyen de se protéger, c'est de se demander, est-ce que ce truc me touche? Ou est-ce que je suis pris par cette conformité normative? Tout le monde en parle, donc il faut que je parle de Blanche-Neige, sans avoir vu le film. C'est aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on invite sur les plateaux de télévision maintenant, ou dans des émissions et dans des débats, à peu près n'importe qui pour les tautologues. C'est même pas n'importe qui, c'est tout le temps les mêmes n'importe qui. C'est tout le temps les mêmes n'importe qui. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si ça tournait, c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'on invite tout le temps les mêmes n'importe qui. Et il y a un effet que j'aime beaucoup en psychologie qui s'appelle le Gell-Mann amnesia. D'ailleurs, je voulais faire ma chronique sur le Gell-Mann amnesia, mais j'ai choisi les légumes à la dernière minute. Et c'est un effet psychologique très intéressant. Donc vous êtes en train de regarder la télé, ou vous êtes en train de lire un journal, et il se trouve qu'à un moment, il y a un sujet qui passe, et vous vous y connaissez, vous êtes expert sur ce sujet. Vous êtes en train de regarder, je ne sais pas, une émission avec des tautologues chez vous. C'est qui vos tautologues? Chez nous, on en a plein, mais chez qui c'est vous, un tautologue connu? Oula, aidez-moi à la salle. On en a quelques-uns. Mais Qui? Très bien, je ne le connais pas, donc ça me va. Je peux me lâcher. Oui, très bien. Tautologue. Je ne le connais pas, donc je vais le casser, c'est pas grave. Je ne le connais pas. Donc, vous est invité tout le temps à la télé, et là, il se trouve que le sujet du moment, il est en train de parler des verres d'eau. Et vous, votre expertise, c'est les verres d'eau. Et vous réalisez que est en train de dire, désolé pour le mot, de la grosse merde sur l'eau. Il comprend que dalle. Il est vraiment nul, mais genre royalement, parce que vous y connaissez. Donc vous dites, mais c'est quoi? C'est n'importe quoi, c'est de la merde, machin, machin, machin. Et après, boum, il y a coupure publicitaire. Il y a la pub, vous êtes là, en train de manger ou quelque chose. Et puis on revient avec... Et là, le sujet passe à la situation politique au Chili, où vous y connaissez pas du tout. C'est encore en train de parler, et c'est comme si vous avez une amnésie que ce mec est nul. Parce qu'il commence à parler d'autres choses où vous y connaissez pas, et vous dites, ah tiens, il est bien. Il est en train de dire des trucs intéressants. On a une sorte d'amnésie quand on passe à un autre sujet, où on oublie que cette personne était en train de parler et de dire des trucs complètement fausses sur un sujet que je maîtrise. Pourquoi est-ce que je vais pas comprendre qu'il est probablement en train de dire des trucs faux sur tout ce qu'il dit? Et vu qu'on invite tout le temps les mêmes n'importe qui, et on voit tout le temps les mêmes espèces, les mêmes visages et les mêmes... J'ai dit espèces, je sais pas pourquoi. Le tautologue est peut-être une espèce en devenir. Le tautologue est une espèce à elle seule. Par effet de répétition, on va commencer à se dire, ouais, c'est vrai que peut-être Enthoven, il dit parfois de la merde, mais parfois il a des saillies intéressantes. Mais c'est pas ça le standard, ça doit pas être là le standard pour les gens qui parlent à toute la nation. Ça peut pas être, oui, il dit parfois de la merde, mais parfois il dit des trucs intelligents. Vu que c'est les mêmes, par effet de répétition, ils deviennent familiers. Ça devient un pote de la famille presque. Qu'on est habitué à l'avoir et on baisse nos défenses. Et c'est là où les médias doivent faire un meilleur travail et les scientifiques doivent aider les médias à avoir, par exemple, je sais pas, une liste d'experts qui peuvent appeler. Moi, je les vois, depuis que j'ai une visibilité médiatique un peu accrue, on m'appelle pour tout et n'importe quoi. Pour tout et n'importe quoi. On m'appelle, genre, on va faire une émission sur l'amour et le cerveau. Moi, je travaillais sur les troubles anxieux et le raisonnement critique. J'ai aucune légitimité à aller parler du cerveau. La dernière fois, on m'a invité pour une émission avec Fabrice Lucchini sur le livre Le Parfum, sur les odeurs. Je ne peux jamais travailler sur l'olfaction. Et les journalistes m'ont dit, mais c'est pas grave, vous trouverez bien quelque chose à dire.
Et j'ai dit non, je vais rester chez moi. Et du coup, je serais resté chez moi parce que j'ai pas envie de devenir. La soirée avance. Il y a aussi une analogie que vous faites dans votre livre que je trouve intéressante, c'est l'analogie de la montre et du fonctionnement de la montre Ouais. par rapport au fonctionnement de notre cerveau et la façon dont il est décodé par certaines personnes. Oui. Allez-y, puisque ce Alors. sera peut-être une analogie qui ira mourir dans le fameux cimetière des analogies Probablement. par la suite. Alors ça, Mais, c'est un sujet plus technique et plus sérieux. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment des scientifiques qui avaient pensé que notre cerveau fonctionne sur une base qu'on appelle le localitionnisme. C'est-à-dire, on a une zone pour la mémoire, une zone pour le langage, une zone pour machin, une zone pour machin, etc. Et récemment, on a commencé à réaliser qu'il y a de faibles chances que ça soit comme ça. On a plutôt un cerveau qui fonctionne de manière distribuée. Évidemment, il y a certaines spécialisations, mais on ne parle plus d'aire cérébrale, on parle de réseaux neuronaux, c'est-à-dire il y a plusieurs aires, un peu partout, un peu comme un piano, où c'est plus avec une même zone, donc une même touche de piano par exemple, on peut faire plein d'accords différents. Un même réseau neuronal va être impliqué avec d'autres réseaux neuronaux, parfois sur la mémoire, parfois sur l'émotion, parfois, etc. Et il y a très peu de réseaux neuronaux qui sont vraiment à une tâche. Donc on est en train d'abandonner le localitionnisme. Et l'analogie que je donne, c'est parce qu'on dit, parce que comment on a eu l'hypothèse de localitionnisme, c'est à travers des lésions ou des accidents. Donc quelqu'un, par exemple, perd sa capacité à parler, et quand elle meurt, on faisait une autopsie, et on réalisait qu'il avait une tumeur sur leur cortex pariétal et temporal gauche. C'est des travaux de Broca et de Wernicke au XIXe siècle. Et Broca a vu 20-25 personnes, je ne sais plus c'était quoi le nombre exact, qui avaient tous des problèmes de production du langage. Et à chaque fois qu'il faisait une autopsie, il trouvait une tumeur à l'aire qui aujourd'hui s'appelle l'aire de Broca. Et donc on s'est dit, voilà, le langage, il est dans l'aire de Broca. Et l'analogie qui vient contrer cet argument, c'est de dire, imaginez que vous avez une montre qui fonctionne, vous la retournez, c'est une montre mécanique, vous enlevez un rouage. Et quand vous enlevez ce rouage, par exemple, les secondes s'arrêtent. Les minutes et les heures continuent à fonctionner, mais l'aiguille de seconde s'arrête. Est-ce qu'on peut dire que les secondes sont dans ce rouage? Évidemment pas. Donc on ne peut pas dire parce qu'une zone a été lésée, une fonction est perdue, que cette fonction est dans cette zone. On va dire que cette zone a des relations de dépendance pour cette fonction. Si ça se trouve, il y a plein d'autres zones ou plein d'autres réseaux neuronaux que si on lèse, le langage aussi disparaît. Ou bien pas, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on parle plus de réseaux de dépendance plutôt distribués dans le fonctionnement du cerveau et on est en train d'abandonner la zone de la peur, la zone de machin, parce qu'on n'est pas un ordinateur. Dernière question peut-être, parce que le temps avance et on aimerait quand même bien aussi offrir un peu de temps à la salle aux questions qui, à mon avis, doivent bouillonner dans leur 1,5 kg de cervelle. Est-ce que vous avez des lectures, à part votre livre, bien évidemment, que vous pourriez nous conseiller par rapport à justement ce fonctionnement de notre... Oui, bien sûr. Alors, ce que j'ai fait dans Neuromania, qui est différent de ce que j'avais fait dans Votre cerveau joue des tours, c'est que, évidemment, quand j'écris des livres, je ne suis pas en train de donner mon avis. Donc, j'essaye que ça soit très, très sourcé. Dans Neuromania, d'ailleurs, il y a un lecteur qui m'a fait la remarque qu'il y a plus de références que de pages. Donc, presque chaque phrase, genre, je disais « Le soleil se lève », et une référence. C'est que j'ai fait aussi une bibliographie de livres. Ce que je ne fais pas d'habitude, parce que j'en ai lu un paquet pour préparer Neuromania. Et donc, à la fin de Neuromania, il y a des recommandations sur les sujets, selon les sujets. Donc, si vous êtes intéressé par les émotions, il y a des livres sur les émotions, par la cognition incarnée, par le localitionnisme versus le distributisme, le cerveau reptilien, etc., etc. Si je devais en choisir, un livre qui m'a... Je trouve que c'est le meilleur livre sur le cerveau qui a été écrit sur les, 5 dernières années, et j'en lis vraiment pas mal. C'est un livre qui s'appelle, c'est en anglais, je suis désolé, s'appelle The Idea of the Brain de Matthew Cobb. C'est vraiment une histoire de tout ce qu'on a su et comment sur le cerveau de l'Antiquité jusqu'au futur. Et c'est vraiment un livre fou. Après, ça dépend des sujets. Si vous êtes intéressé par exemple, le libre arbitre, il y a 2 livres qui sont sortis quasiment en même temps, un qui défend l'idée qu'on a un libre arbitre et l'autre pas, alors qu'ils utilisent la même bibliographie, ce qui est intéressant, et on revient à cette notion de science pré-paradigmatique, parce que tout ça est permis par le fait qu'on ne sait pas comment ça marche. Et donc un s'appelle Determined de Robert Sapolsky, et l'autre s'appelle Free Agents de Kevin Mitchell. Si vous êtes intéressé par la conscience, et comment, parce que la conscience, c'est un grand mystère, on ne sait pas comment le cerveau crée la conscience. Vous voulez une sorte de résumé de tout ça, vous pouvez lire un livre qui s'appelle Being You,
de Anil Seth, qui est un des meilleurs chercheurs sur la conscience. Et si vous avez des sujets, vous me demandez, je vous donnerai des recommandations. Pas de souci. Quelques-uns en français aussi, ceux qui le sont peut-être moins... Alors, malheureusement, je lis beaucoup plus en anglais parce que, et ça c'est encore autre chose, dans le monde anglo-saxon, il y a encore cette tradition qu'on avait beaucoup en France, de philosophie des sciences, qui a quasiment disparu sur les 20, 30, 40 dernières années en France. Si vous demandez aux gens dans la rue, est-ce que vous connaissez des philosophes des sciences, soit on cite Étienne Klein, soit il n'y a personne. Et la deuxième, c'est que une grande partie des chercheurs anglo-saxons qui bossent sur les sujets, c'est eux-mêmes qui écrivent les livres grand public. Et ça aussi, c'est un peu différent. En France, on a Lionel Nakache qui écrit des livres, mais ce n'est pas nécessairement sur ses recherches, mais il écrit aussi des livres sur ses recherches, etc. Sinon, c'est des vulgarisateurs, comme moi. Et c'est pas tout le temps une bonne chose. J'aime bien parfois lire les sources des gens qui font la recherche eux-mêmes. Et donc, je lis beaucoup plus en anglais qu'en français. Après, en français, je peux recommander, par exemple, si ça vous intéresse, le cerveau reptilien et tous ses mythes, il y a un livre qui s'appelle Le cerveau reptilien, histoire d'une fausse analogie scientifique ou un truc comme ça, de Sébastien Lemerle, qui est vraiment top si c'est vraiment le sujet, qui montre comment il y a une sorte d'information non scientifique qui peut se diffuser et se donner, et se parer un peu d'une scientificité non méritée qui est vraiment super. Bien, merci beaucoup. Je crois que vous applaudir une fois encore. Pour cette conversation plus qu'intéressante. Alors, comme je le disais, maintenant, la parole, évidemment, est à la salle. On a une petite demi-heure pour échanger. Il y a des micros, 1 ou 2 micros, je pense, qui peuvent voyager. Si vous pouvez un tout petit peu juste diminuer la lumière sur nous et un tout petit peu augmenter la lumière sur la salle, comme ça, ce sera plus pratique. Je vous demanderai, évidemment, comme vous êtes très, très nombreux et que de toute façon, ce sera un exercice dans l'art de la frustration, de poser une question à Albert, de vous en tenir à une série de questions pour qu'on puisse être le plus nombreux possible à nous exprimer. Voilà, ce n'est jamais évident d'être la première personne à lever la main, mais la parole est à vous. Et si la question est entre vos éoliennes, vous pouvez déjà baisser le bras. J'ai pas entendu. Moi non plus, mais je ris toujours à ce qu'il raconte. Je le connais depuis fort longtemps, donc je suis obligé. C'est dans mon contrat, en fait. Ou bien c'est très clair et personne n'a des questions. Alors, mais il y a 2 questions. Deux questions d'un coup, c'est bien. Voilà, le micro va arriver. Il va se déplacer le long du rang. Voilà. Merci. Bonsoir, je me prénomme Philippe. Bonsoir. 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 Que pensez-vous de la résilience ? Je pense que la résilience est souvent mal comprise, dans le sens où on pense que la résilience, c'est tout le temps aller bien. Mais la résilience, dans la recherche, c'est pas du tout ça. La résilience, c'est perdre moins de capacité dans une situation où on aurait perdu plus. Par exemple, vous vivez une situation difficile, ça c'est votre fonctionnement normal, et normalement, dans cette situation difficile, vous déprimerez, vous déprimerez jusque-là. Être plus résilient, c'est descendre seulement jusque-là. Mais ce n'est pas tout le temps aller bien. Et la résilience peut être aussi parfois instrumentalisée pour cacher des situations qui sont inacceptables. C'est-à-dire parfois on va mal, c'est une boussole pour nous dire cette situation est inacceptable. Si j'applique de la résilience à une situation inacceptable, je m'expose à des situations encore plus graves. La résilience devrait être spécifique pour des situations qui sont soit difficiles mais normales, un deuil par exemple, on va aller mal et c'est normal, il ne faut pas essayer d'aller mieux, soit des situations difficiles parce que c'est passager et il ne faut pas que je perde toutes mes fonctionnalités pour pouvoir aller de l'avant après. Mais par exemple, je ne sais pas, je bosse 14 heures par jour, 6 jours par semaine et je ne me sens pas bien, aller faire une formation de résilience, c'est de la maltraitance, ce n'est pas de la résilience. Et donc c'est vraiment un concept en psychologie de, d'un côté, comment perdre moins
de fonctionnement dans des situations difficiles, et de l'autre, ça vient beaucoup de la psychologie des sports. Comment? Parce qu'il y a des compétences, et il y a aussi ce qu'on appelle l'accès aux compétences. Et la résilience, c'est pouvoir avoir accès à ces compétences sur commande, même dans des situations difficiles, donc par exemple de pression. C'est ça la différence souvent entre les athlètes de haut niveau. Quand on parle de force mentale, c'est de la résilience dans des situations de pression, la pression sous performance. C'est pouvoir récupérer quand on est sous pression, par exemple, pouvoir dormir alors que je passe par une période très stressante, c'est de la résilience. Parce que quand on parle de résilience, on parle comme ça en l'air, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Dans la vraie vie, c'est pouvoir dormir alors que je passe par une période difficile, pouvoir continuer à bien s'alimenter, pouvoir continuer à voir ses potes, pouvoir ne pas m'énerver et m'irriter sur les gens qui me sont proches parce que je passe par une période difficile au travail. C'est vraiment des compétences de continuer à maintenir un fonctionnement proche de ma baseline alors que les conditions externes essayent de me pousser vers une dégradation. Merci. Il y avait une autre question. Voilà. On m'entend? Oui. Oui. Moi, j'ai une question parce que j'avais entendu parler beaucoup de Catherine Guéguen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle. Elle a fait des conférences TEDx sur l'éducation et elle se basait justement sur des études de neurosciences. Mais elle, déjà pour défendre des choses qui étaient plutôt positives. Donc, dans le genre, on a étudié le cerveau des bébés qui pleurent, ça fait mal aux neurones, il ne faut pas laisser les bébés pleurer. Et du coup, je me dis, j'ai l'impression que dans votre livre, on est plutôt sur les dérives de l'utilisation de la neuroscience, mais est-ce qu'elle peut aussi avoir des portées positives? Elle peut aussi être utilisée. Et moi, je voulais savoir si c'était aussi fiable ce qu'elle dit, mais si vous ne la connaissez pas, c'est un peu difficile. Je ne la connais pas. Elle est pédiatre, oui. Ok, je vais regarder ça. J'ai un enfant en bas âge, ça peut m'être utile. Alors, les neurosciences peuvent être utiles déjà pour dire ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est une utilité. Et deux, oui, il y a certaines études sur le cerveau qui sont exploitables, on va dire, mais c'est souvent pas des études genre IRM et activation, etc. C'est-à-dire, laisser un bébé pleurer, je ne connais pas les études, il faudrait que je regarde, mais je pense qu'il y a plein de manières pour voir si c'est quelque chose de bien ou pas bien sans passer par le cerveau, en mesurant plein d'autres trucs, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. C'est-à-dire, plein de fois, on peut avoir des signaux sur ce qu'on veut savoir sans passer par la case neurosciences, mais on passe par la case neurosciences où ça fait plus sérieux, c'est tout. Il faut comprendre quelque chose sur les études en neurosciences, c'est que il y a des limitations d'outils et de concepts qui sont indépassables aujourd'hui. Le premier, et je l'ai déjà mentionné, on n'a pas d'IRM portable. Donc on n'a aucune idée de ce qui se passe dans le cerveau des gens quand ils sont en train de regarder Netflix chez eux, quand ils sont en train d'aller à un premier encart amoureux, encore moins ce qui se passe dans le cerveau d'enfants qui sont à l'école. C'est des extrapolations qui souvent sont assez hasardeuses. Et qui sont assez réductionnistes. C'est-à-dire on est en train de réduire un comportement complexe à une activation cérébrale. C'est pour ça que parfois les profs ont une sorte de levée de bouclier. En tout cas en France, il y a quelques années, il y a eu Stanislas Dehaene, qui est un super neuroscientifique, qui a fait un des meilleurs modèles sur l'émergence de la conscience, qui a été nommé par le président pour faire de l'éducation basée sur les neurosciences. Et les profs n'ont pas du tout aimé ça. Et je les comprends parce que leurs recommandations, c'est des recommandations de choses qu'on peut trouver dans le laboratoire. Le laboratoire, c'est un environnement assez aseptisé, assez contrôlé. Et on demande à des profs qui sont, en tout cas en France, en sous-effectif, mal payés, sans les conditions matérielles pour bien faire leur travail, d'appliquer des principes pédagogiques alors qu'ils ont Nathan qui est en train de planter son compas dans la jambe de Fabio. Et on vient leur dire, mais il faut les déterminants de l'attention et de machin. C'est-à-dire, il faut tout le temps, moi, ce qui m'intéresse, ce que j'essaye de faire, une sorte d'hygiène mentale que j'ai, c'est de revenir tout le temps au réel. À quoi ça ressemble dans la vie quotidienne. Et donc, il y a tellement de choses à faire dans l'éducation avant d'arriver à la case neurosciences. Et j'ai tout le temps ce réflexe, peut-être qui est parfois légitime et parfois pas, de me dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser ma discipline pour passer sous le tapis toutes les autres choses que d'autres disciplines mettent en avant, mais qui nécessiteraient des leviers qui ne sont pas sur la responsabilité de l'individu. Mon gros problème avec les neurosciences dans l'éducation, avec les neurosciences dans tout, c'est qu'on revient tout le temps à ce réductionnisme où il y a un individu au bout de la chaîne à qui on dit c'est toi qui dois appliquer tout ça. Et c'est injuste. Et donc j'aime pas en général, mais je vais regarder les études de la personne.
En fait, j'ai fait des études de neurosciences pour casser les neurosciences, parce que j'aime pas les neurosciences. J'ai Je suis un agent infiltré des auras et de la méditation transcendantale. D'accord. On a une question au premier rang ici. Gérardine, si tu veux bien. Bonsoir, merci pour la conférence. Et j'avais une question sur les maladies dégénératives du cerveau. Est-ce que c'est étudié? Est-ce qu'on peut imaginer une plasticité, un espoir, quelque chose qui pourrait... Alors, c'est très, très, très étudié. Il y a certaines maladies neurodégénératives qui sont plus étudiées que d'autres. C'est très, très difficile. En fait, si j'avais un message à passer autour des neurosciences, on ne réalise pas combien c'est dur. Par exemple, sur la dépression, sur les 20 dernières années, on a dépensé presque 200 milliards en recherche et on n'a rien trouvé. Rien. Parce que c'est difficile. Heureusement, dans les maladies neurodégénératives, on est un peu meilleur. On a compris à peu près comment ça marche. On sait c'est où que la dégradation est en train d'avoir lieu. On avait une piste sur pourquoi elle était en train d'avoir lieu qui malheureusement, qui était très très prometteuse, mais qui malheureusement n'a pas porté ses espoirs. Et c'est pour ça qu'on s'appelle chercheur et pas trouveur. On passe beaucoup plus de temps à chercher qu'à trouver. Mais aujourd'hui, on arrive par exemple à détecter de manière plus précoce certaines maladies, donc à les prendre mieux en charge. Pour certaines maladies, on a développé des technologies, on parlait de c'est quoi, c'est utile. Par exemple, ça c'est un exemple de neurosciences de dingue, c'est ce qu'on appelle les stimulations cérébrales profondes. On sait parfois tellement bien comment ça marche sur certains sujets qu'on est capable de mettre une électrode dans le cerveau avec un fil électrique qui passe sous le scalp et une batterie qui est sous la clavicule, un peu comme un pacemaker. Mais un pacemaker pour le cerveau. Et dans la maladie de Parkinson, c'est des personnes qui ont des tremblements très très forts. Et quand on active l'électrode dans le cerveau et que ça s'arrête net, c'est vraiment hyper flippant. Je vous recommande de regarder des vidéos. Vous tapez Deep Brain Stimulation, DBS, Parkinson par exemple sur YouTube. Et il y a des vidéos de patients qui eux-mêmes se filment. Où ils sont comme ça, et ils ont une sorte de télécommande, un peu comme une carte Navigo. Ils la mettent ici, ils font bip, ils allument leur stimulateur cérébral. Et ça s'arrête instantanément. Donc pour certaines maladies, on fait des progrès qui sont parfois assez impressionnants, et pour d'autres, on arrive à limiter parfois les dégâts, parfois pas, comme par exemple dans Alzheimer. Mais pour moi, vraiment, les maladies neurodégénératives et les troubles du mouvement, parce que c'est deux sujets qu'on arrive à comprendre mieux que des choses plus phénoménologiques, j'ai envie de dire, comme les émotions, la mémoire, etc. C'est vraiment les deux sujets où je pense qu'il y a le plus d'espoir. Même si ça reste pas assez rapide, même si ça reste très difficile pour les patients, pour leurs entourages et tout. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà pour la conférence. Merci à vous. J'avais une question par rapport, vous en parliez plutôt par rapport aux catégorisations des personnes par rapport aux couleurs bleues, disques et tout ça, et même tout ce qui est par exemple MBTI, vous avez sûrement déjà entendu. J'ai déjà par exemple passé ce genre de test. Est-ce que c'est quelque chose de plutôt crédible? Parce que quand on lit le procédé, qui est relativement complet, d'accord, ça passe sur Internet et tout ça, mais c'est plutôt accurate, je sais pas comment. Non, c'est pas du tout crédible. Pas du tout. Okay. C'est pas du tout crédible à plein de niveaux. J'en parle aussi bien dans Neuromania et dans Votre cerveau joue des tours. Quand on fait de la psychométrie, donc quand on veut mesurer la psychologie humaine, il y a des critères. Il y a ce qu'on appelle la validité, la fiabilité, la validité interjuge, etc. En gros, pour faire simple, imaginez que moi je veux mesurer la température dans cette pièce. Il faut que mon outil de mesure respecte certains critères. Premier critère, c'est si moi je prends la mesure et si vous prenez la mesure, il faut qu'on ait la même mesure. Si moi mon thermomètre dit 20 degrés, votre thermomètre il dit 30, nos thermomètres ne sont pas top. Donc la validité interpersonne. Deuxième chose, il faut qu'elle soit assez discriminante. Donc si mon thermomètre, je prends, il fait 20 degrés et j'augmente la température de la salle et je monte à 40 et je prends la température, il me dit encore 20 degrés, c'est pas top. Il n'y a pas une bonne sensibilité. Donc il y a la fiabilité, la sensibilité, et j'ai oublié, je l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de les traduire de l'anglais. Enfin bref, je vais vous l'expliquer, ça va être plus simple. Donc il faut que deux personnes qui font le test puissent avoir, deux personnes qui font passer le test puissent avoir le même résultat. Il faut qu'il y ait une assez bonne sensibilité pour que ça mesure assez bien ce que c'est en train de mesurer. Il faut qu'il y ait une bonne
stabilité du concept. Donc si je suis en train de mesurer la température dans la pièce, ça me dit 20 degrés, et je reviens demain, et c'est encore la même température, et je reprends, il faut que ça me redise à 20 degrés à nouveau. Si ça me dit 35 degrés, c'est que mon outil n'est pas très très bon. Et le problème avec ces tests de personnalité, et aussi il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un bon accord avec d'autres instruments. Donc si on prend un thermomètre qui, on sait, fonctionne bien, parce qu'on l'a déjà développé avant, je prends avec mon thermomètre, il me dit 20 degrés, je ramène le thermomètre qui marche bien et qui me dit 25, c'est que mon thermomètre il est un peu pourri. Le problème avec ces tests de personnalité souvent utilisés en entreprise, donc le MBTI, le DISC, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a un autre encore, le NeoPIR, non, c'est pas le NeoPIR, j'ai oublié comment ça s'appelle, etc. Ils sont mauvais sur tous les critères psychométriques presque. Le deuxième problème est plus conceptuel, c'est que ces tests fondent les prémices que, un, on a une personnalité seulement, 2, que ma personnalité prédit mes performances. Et 3, que je peux moi-même répondre à des questions pour évaluer ma personnalité. Il y a un problème avec ces 3 points. Le premier, c'est qu'on a ce qu'on appelle des selfs sociaux. Le moi qui vous parle maintenant n'est pas exactement le même de quand je suis en train de jouer avec ma fille ou quand je suis en train de délirer avec mes potes. Donc, quelle personnalité est en train d'être mesurée? 2, la personnalité n'est pas un bon prédicteur de la performance. Il y a des gens qui sont exécrables et qui sont top dans leur boulot, et des gens qui ont des personnalités super et qui sont nuls dans leur performance au travail. Donc ce n'est pas un bon prédicteur de la performance. Et 3, et c'est ça le point qui est le plus important pour moi presque, c'est que ma personnalité, dans ces tests de personnalité, eux, ils n'appellent pas ça des tests. Eux, ils considèrent que la personne est en train de choisir sa personnalité parce qu'elle se connaît. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les piliers de l'esprit critique. Imaginez quelqu'un, c'est un connard. Genre, les connards existent. Il fait un test de personnalité, le test lui dit qu'il est hyper sympa. Limite, s'il faut faire des tests de personnalité en entreprise, il faudrait que ce soit les autres qui répondent à mon test. Parce que quand on est dans une boîte, ce qui compte, c'est comment aussi les autres me perçoivent. Si moi je suis le mec sexiste, lourdingue, arrogant dans la boîte, moi je pense que tout le monde m'adore. Mais en fait, tout le monde me déteste, et à chaque fois que je rentre dans une pièce, tout le monde a une boule au ventre. Le test de personnalité ne mesure pas ça du tout. Ces tests sont designés pour donner à peu près 70% de qualité positive, 20-25% de qualité relativement neutre, et tout ce qui est un peu négatif va tout le temps être balancé par une phrase qui vient le nier. Donc, si par exemple quelqu'un a de hauts scores de détermination, pour pas dire d'arrogance, on va lui dire « vous aimez la collaboration, mais si on vous la refuse, vous n'avez pas de peur de frayer votre propre chemin ». Alors que la personne, en fait, c'est une personne bornée qui n'écoute qu'elle-même. Mais on ne le dit pas, parce que vous n'avez pas envie de payer pour un test qui vous dit que vous êtes un salaud. Et donc, il y a plein de problèmes avec ces tests. Et surtout, c'est basé sur un biais dont je parle dans votre cerveau du tour qui s'appelle l'effet Barnum. Et c'est un peu la même chose que les horoscopes. Ces tests sont écrits d'une manière à ce que tout le monde se reconnaît. Donc, si je fais remplir des MBTI à tout le monde dans cette pièce, et après, je vous distribue les résultats, et sans vous le dire, je vous distribue les résultats au hasard, ça marche exactement pareil que si je vous distribuais vos résultats personnels à chacun et à chacune. C'est un peu ça le gros problème aussi. Oui, et parfois ça évolue pas. En fait, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de règles derrière. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois sur ça, et le MBTI, c'est parmi les meilleurs tests en entreprise, mais il est juste 20% mieux que les horoscopes. Donc c'est vraiment un seuil très, très bas. Ah, je sais, c'est un business. Encore une fois, on revient à la notion business. Là. Ouais. Le MBTI, je l'ai écrit dans Neuromania, mais je ne sais plus c'est combien. Si quelqu'un a une copie à me prêter, je peux vous le dire, mais c'est en milliards de dollars. Hein. C'est un MBTI par employé. Il y a une époque où l'organisme qui est responsable du MBTI faisait payer aux boîtes $850 par MBTI. C'est cher payé, les horoscopes. Et surtout, il y a d'autres outils plus meilleurs. C'est d'aller demander aux collègues comment est-ce que vous trouvez lui. C'est comme si on a oublié qu'on peut se parler. Il faut tout le temps des instruments. On est obsédé par la mesure. Parce qu'on pense que si on mesure, on est objectif. En fait, si on mesure, on risque de tomber dans quelque chose de beaucoup plus grave, qui est une illusion d'objectivité. Alors que la subjectivité, c'est quelque chose qui est aussi très important. On n'est pas tous en train de faire des protocoles scientifiques. Travailler avec des gens, ce n'est pas un protocole scientifique. Je suis allé discuter avec la personne et lui dire « Comment tu me trouves ?» On n'est pas potes, tu peux me le dire.
Genre, tu m'aimes pas, tu me dis tu m'aimes pas, et après on voit ce qu'on fait. On se retrouve dehors et on voit qui va se trouver moins sympa. Je pense que... Voilà. Oui, tu disais je vous en tout à prie, l'heure allez-y. que sur des sujets comme la dépression ou des choses comme ça, il y avait eu peu d'évolution. En neurosciences. En neurosciences. Ouais. Par rapport aux drogues psychédéliques et à l'utilisation du cannabis thérapeutique, dont on parle un peu plus ces dernières années, tu comment J'ai une partie sur ça dans Neuromania. C'est pour ça que j'ai lu beaucoup de livres pour écrire Neuromania. En fait, Neuromania, pourquoi certains troubles pour être très sont honnête avec vous, Neuromania était supposé être 4 livres, mais je suis trop flemmard. J'ai dit à mon éditeur, non, je vais tout mettre dans un livre, et ça va être hyper dense, et je vais mettre plein de références, et comme ça, c'est sorti, et je peux aller jouer à ma console. Les psychédéliques, on a pris énormément de retard, parce que ça a été interdit pour des raisons complètement arbitraires pendant presque 4 décennies. Là, ça reprend. Il y a Lucie Berkovitch, qui est la chercheuse en chef du protocole psilocybine et dépression à Sainte-Anne, qui est une assez bonne amie. On ne sait pas. Je pense que c'est complètement stupide de s'être privé de ces recherches, mais il faut faire très attention de ne pas tomber dans l'écueil inverse, de dire « c'est la solution magique à tout, on va tous prendre des champignons et de la kétamine et on va tous aller bien ». On ne sait pas, mais on n'a pas le loisir de se priver de n'importe quelle pharmacopée disponible. Pour le moment, sur certaines choses, ça semble être prometteur, pour d'autres, pas du tout. Et aussi, les thérapies par psychédéliques sont assez particulières, dans le sens où on ne peut pas faire de groupe placebo, parce que si je donne à un groupe des champis hallucinogènes et à l'autre du sucre, ils vont très vite le réaliser. Tout le monde va très vite le réaliser, les participants, l'expérimentateur, l'expérimentatrice, tout le monde, le psychologue, tout le monde. Et donc, il y a des effets qu'on appelle de set and setting, c'est-à-dire les conditions semblent être très importantes dans l'efficacité de la thérapie. Et pour le moment, la thérapie, elle est en train d'être faite à l'hôpital. Donc, qu'est-ce que ça donnerait une thérapie par psilocybine à la forêt de Brocéliande? On ne sait pas encore. Oui. Ah. Il y en a deux. On va faire la personne qui reçoit le micro en premier pose la question en premier. Oui. Le micro s'est arrêté ici. La neuroscience s'intéresse-t-elle à l'hypnose et quel type d'études sont faites à ce sujet? Alors, l'hypnose fait partie de ce qu'on appelle les états altérés de conscience. L'hypnose dite dans la recherche scientifique est recommandée pour seulement 2 cas d'usage pour certaines personnes. Parce que, en fait, on dit, va voir un psy, au pire, ça fait rien. Mais c'est pas vrai. Au pire, ça empire la situation. La thérapie peut être ce qu'on appelle iatrogène, causer des problèmes. Et l'hypnose fait partie de ces techniques qui peuvent être iatrogènes selon l'utilisation. Les 2 recommandations actuellement validées, c'est pour la gestion du stress, de l'anxiété et de l'humeur, généralement, on va dire, et la gestion de la douleur. Mais par exemple, faire de l'hypnose pour aller récupérer des souvenirs qu'on a oubliés, etc., c'est une sorte d'autoroute pour inventer des faux souvenirs, pour implanter des faux souvenirs. Et il y a eu plein de cas d'abus par hypnose pour implanter des faux souvenirs et soustraire de l'argent des gens. Il y a une dame qui s'appelle Madame Fanekam, je pense, qui a été jugée en 2017 et qui avait soutiré plus de 100 000 euros ces patients en leur implantant des sortes de souvenirs, disant il faut désavouer ta famille, il faut que moi je sois dans l'héritage, etc., etc. Donc c'est une technique intéressante, en tout cas en thérapie. Mais si elle reste sur l'anxiété et la douleur. Après, il y a l'hypnose qui n'est pas l'hypnose thérapeutique comme pratique, où on retrouve un peu la même chose que les gens qui font de la méditation, les gens qui font du jogging, il y a ce qu'on appelle un désengagement attentionnel, et c'est bien de se laisser tranquille de temps en temps. On peut faire du sport, on peut jouer aux jeux vidéo, on peut faire de la méditation, on peut zoner sur Netflix. En gros, le but, c'est de se laisser tranquille, et l'hypnose est une bonne manière aussi. Je ne sais pas si vous avez une question spécifique sur un usage spécifique, mais... En médecine, c'est vraiment la douleur et l'anxiété, pour le moment. Il y a certaines formes d'état altéré de conscience qui peuvent être utiles dans des cas de trauma, mais on n'appelle pas vraiment ça de l'hypnose. Oui, je vous en prie. Il y a 2 personnes. Faites un shifumi. Allez-y. Merci beaucoup pour la conférence. On voit la peur dans toute notre société et qui a des conséquences extrêmement graves. Et tantôt, vous avez parlé de confiance, l'importance d'apprendre à donner confiance. Comment on fait, en fait, individuellement et collectivement? Comment est-ce qu'on peut faire? On se voit plus souvent.
Vraiment, on se voit plus souvent. On a créé des sociétés. Mais face aussi, je me permets, aux médias qui renforcent cette peur. Pour les médias, il faut légiférer sur la centralisation des médias et surtout avoir des sortes de critères de responsabilité. En fait, il faut comprendre que on a les lois, mais elles ne sont plus dissuasives. C'est-à-dire, Vincent Bolloré a déjà pris des centaines de milliers d'amendes pour le non-respect des règles déontologiques du journalisme. Parce qu'il y a des règles. Les journalistes ne sont pas soumis aux mêmes règles que nous. Moi, si je dis une connerie, personne ne peut me tenir responsable. Mais quand vous êtes journaliste, en tout cas en France, il y a l'ARCOM, l'ex-CSA, que vous pouvez saisir et de dire non, 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 vous n'avez pas le droit. Vous avez un devoir citoyen d'éducation et vous ne pouvez pas dire des choses fausses. Si vous dites des choses fausses, qu'est-ce qu'on fait? On vous fait une amende. C'est plus en train de marcher. Ils sont en train d'intégrer ça dans le budget. Ils disent, OK, on va dire ces talking points pour faire passer ce message. On sait qu'on est en train de mentir et on sait qu'on va avoir une amende de 50 000 €. On l'intègre à notre budget et ce n'est pas un problème. Il va falloir qu'on trouve une autre dissuasion pour que les journalistes, sans qu'on rentre dans une sorte de ministère de la vérité, mais qu'ils ne puissent pas communiquer des idées idéologiques qu'on sait sont fausses sur des faits, sur des choses comme ça, pour pouvoir faire société ensemble. La démocratie, ce n'est pas un système qui crée du consensus. C'est un système qui crée des dissensus acceptables. On n'est pas d'accord, mais on continue à faire société ensemble. Le point faible de la démocratie, c'est la polarisation. Et on est en plein dedans, où on est en train de créer des sortes d'îlots de gens qui ne se voient plus et qui peuvent donc, quand on ne se voit pas, quand on a moins d'informations, on peut projeter. On bouche les trous avec nos a priori. Et donc, on va s'auto-aliéner les uns les autres. On a besoin de se revoir. Avant, nos sociétés étaient adaptées à notre nature sociale. Aujourd'hui, je pense que la majorité écrasante ici, vous vivez soit seul, soit à deux et des enfants. Et vous allez au travail, vous rentrez chez vous, et pour vous voir entre amis, il faut que vous regardiez vos calendriers et que vous vous demandiez si jeudi prochain, c'est un bon soir pour vous pour aller au cinéma. Non, peut-être mercredi. Ah, mercredi, je ne peux pas. Peut-être. On a besoin de recréer des espaces de rencontre parce qu'on est des animaux sociaux et on semble l'avoir oublié. Et de faire tenir la responsabilité aux gens qui sont supposés nous informer et qui ont maintenant tellement d'argent qu'on peut leur mettre des amendes et ils s'en foutent. Et les politiques, c'est un peu la même chose. Regardez ce qui s'est passé hier. Quand le politique, vous lui mettez des amendes, vous lui mettez un bracelet électronique, vous lui mettez tout ce que vous voulez, il ne se passe rien. Et quand vous les rendez inéligibles, là, c'est la panique. Ça ressemblerait à quoi l'inéligibilité pour les journalistes? Je pense que c'est comme ça qu'on devrait réfléchir. Madame. Bonsoir. Moi, je voulais en savoir un peu plus sur tout ce qui était air du cerveau, parce que du coup, il y a des personnes qui vont avoir des lésions, je sais pas, au niveau préfrontal, occipital, etc. Et donc, elles vont avoir, bon, pas forcément les mêmes séquelles, mais il y a quand même des choses, par exemple, l'air de Broca, voilà, l'aphasie, etc. Et du coup, vous parliez de l'analogie de la montre, et donc, il n'y aurait pas d'air, en fait. Mais... Il n'y a pas d'air responsable. C'est-à-dire l'air de Broca, aujourd'hui, on sait qu'elle ne fait pas juste le langage. Elle est impliquée dans des réseaux de langage, mais elle est aussi impliquée dans d'autres fonctions qui n'ont rien à voir. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment... On a abandonné cette notion d'une fonction dans une aire. C'est plutôt... On appelle ça le un pour tous et le tous pour un. C'est très bizarre. C'est-à-dire chaque aire, ou chaque réseau, ou chaque aire, on l'appelle comme vous voulez, c'est un peu le langage un peu difficile, est impliqué dans différentes fonctions. Et chaque fonction est sous-tendue par différents réseaux. On a de la redondance. Après, il y a certaines fonctions qui ont des dépendances qui sont plus centrales que d'autres. Ou par exemple, sans l'aire de Broca, ça va être très difficile de produire du langage. Mais l'aire de Broca seule n'est pas suffisante pour créer le langage. Elle est en communication avec d'autres réseaux neuronaux. Et surtout, ça vaut juste pour des adultes qui sont développés relativement normalement et après ont eu une lésion. Mais, par exemple, je cite le cas d'une personne qui est française, c'est un monsieur qui avait, je ne sais plus, 40 ou 50 ans, qui a eu une douleur à la jambe. Donc on lui fait passer des tests, on ne trouve rien, et son médecin lui dit va faire une IRM, on va voir si quelque chose de plus central. La personne fait une IRM, 70% de son cerveau n'est pas là.
La personne bosse, elle a 2 enfants, etc. Vous pouvez voir l'IRM, vous tapez man with no brain ou homme sans cerveau. Machin. Son cerveau, c'est une fine couche qui est poussée complètement à l'extérieur de son crâne et dedans, c'est du liquide céphalorachidien. Il n'a pas de cerveau. Genre, vous regardez l'IRM, il n'y a pas de cerveau. Il est marié, il a 2 enfants, il bosse, etc., etc. Et donc on s'est dit, il y a une sorte de modularité de dingue selon quand est-ce qu'elle commence. Donc lui, il n'a pas d'air de Broca, il a rien. Il fonctionne relativement normalement. Il a un léger retard mental, genre il est à 95 ou 90 sur de QI. Et encore une fois, il tient un boulot et tout. Donc les aires, dans un développement normal, il y a des dépendances qui sont assez claires, qu'on a assez bien identifiées, mais c'est pas du tout genre cette zone fait ça, cette zone fait ci. C'est pas un appareillage en one-to-one, comme on dit. Il nous reste encore le temps pour 2 questions. Ah, je vois que plus haut dans la salle. Ah oui, il y a déjà... Bonsoir. Allez-y, bonsoir. Merci pour votre présence et votre conférence. J'ai écrit ma question. Comment les neurosciences cognitives peuvent-elles nous éclairer sur les mécanismes d'une communication assertive, efficace, et comment peut-on modifier sa perception? Merci. Merci pour votre question. Je pense que c'est la psychologie qui peut vous aider avec ça. Les neurosciences ne peuvent pas vous aider avec ça. Il n'y a pas de protocole de recherche auquel je peux penser où on va faire des casques EEG pour voir la communication. Le plus simple, c'est de faire ce qu'on appelle du A/B testing. Vous avez différents types de communication, vous l'exposez à différentes personnes, vous voyez qu'est-ce qui est le plus efficace et vous prenez ça. Parfois il ne faut pas faire dans la surcomplication des choses. Par exemple, il y a une étude que je cite dans Neuromania où on a voulu faire un diagnostic de vision. Et on a proposé 2 manières. Une manière, c'est avec des IRM et tout, machin, et l'autre, c'est des tests ophtalmiques. Et les 2 tests sont valables et donnent des résultats relativement similaires, mais les gens préfèrent les tests avec les neurosciences, alors que l'autre est beaucoup moins cher, beaucoup moins d'attente, beaucoup plus simple, et ça donne kiff-kiff pareil, la même chose. C'est un peu la même chose, car parfois, on va utiliser les neurosciences pour la communication, pour le leadership, etc. On n'a pas besoin. Genre, la psychologie répond très très bien à ces questions. Et vous avez une deuxième partie de question, mais je l'ai oublié. Comment modifier notre cerveau? Non, comment peut-on modifier sa perception? Alors, comment on peut modifier sa perception? Là, c'est un peu plus complexe et c'est possible, mais ça dépend qu'est-ce que vous voulez modifier. C'est-à-dire, si par exemple je suis déprimé et je veux modifier ma perception, ben, c'est la thérapie. Mais si je veux modifier ma perception, par exemple, je ne sais pas, sur... je ne sais pas quel sujet, sur un sujet. C'est plus en lien avec de l'anxiété en fait sociale ou professionnelle. Ah oui, donc, ok, c'est autre chose, parce que je peux vouloir modifier ma perception des pâtes. Et dans ce cas-là, je vais aller me frotter plus souvent à des Italiens et voir qu'est-ce qui va se passer. Mais pour l'anxiété et tout ça, ça dépend du trouble anxieux, parce que les troubles anxieux, c'est une grande famille de troubles. Donc il y a l'anxiété sociale, sur laquelle j'ai fait ma thèse, mais il y a l'agoraphobie, il y a l'anxiété généralisée, etc. Ça dépend de combien c'est handicapant, ça dépend depuis combien de temps c'est en place. Et là, on va voir si c'est des changements de mode de vie ou si c'est de la thérapie plus poussée. Il n'y a pas une méthode qui marche pour toutes les formes d'anxiété, mais c'est possible, oui, absolument. On peut changer notre perception des choses. Et les troubles anxieux font partie des choses qu'on sait soigner relativement bien. Contrairement à d'autres troubles où parfois c'est vraiment du bricolage. Je ne sais pas où se trouve le micro là. Pour la dernière question. Vois. Ah, il est là. Je vous en prie. Bonsoir, je suis pharmacienne depuis pas mal d'années et ces derniers temps, je suis un petit peu anxieuse à propos d'un phénomène qui est l'apparition de nouveaux troubles et de nouvelles maladies, entre guillemets, qui sont médicalisées chez les adultes, qu'on trouvait chez les enfants, notamment les TDAH, qui maintenant sont soignés avec de la rilatine pour des adultes et pour des gens qui ont... ce ne sont même pas des troubles. Chez mes patients, il suffit qu'ils soient un peu distraits, un peu fatigués. Je perds la mémoire alors qu'ils sont... quand on est jeune, on est distrait. Quand on est vieux, on perd la mémoire. Et on les soigne avec de la rilatine, on les soigne de plus en plus avec des benzos, etc. C'est l'offre et la demande. Oui, c'est ça, mais bon, la demande a des effets secondaires. Hein.
Je sais, je me bats énormément contre ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans une sorte d'antipsychiatrie primaire. Les antidépresseurs sauvent des vies. Dans 60% des cas, il y a les 40 autres pour qui ça peut soit ne rien faire, soit détériorer leur situation. Mais c'est vrai que tout ce qui est TDAH, troubles du spectre autistique, HPI qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est une sorte de vague montante et vous avez raison d'être assez anxieuse vis-à-vis de ça. Et je pense qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas isolé de la société. Il y a cette version améliorative. Et le nombre de personnes qui me disent qu'ils perdent la mémoire parce qu'elles ont des attentes complètement délirantes sur c'est quoi la mémoire humaine sont incroyables. Et souvent, ces personnes ne sont pas diagnostiquées par des professionnels de la santé. Ils ont vu des vidéos. J'en parle aussi dans Neuromania, un très bon livre. On voit des adolescents qui sont en train de s'auto-diagnostiquer sur TikTok. Moi-même, je suis thérapeute, donc je reçois encore en cabinet. Plein de gens viennent me dire je me suis auto-diagnostiqué, j'ai vu une vidéo sur Instagram et la personne a les mêmes choses que moi, et donc j'ai aussi un TDAH, etc. Alors que ce que j'essaye de dire à tout le monde, c'est qu'on est tous là, probablement la majorité d'entre nous, on est moyens. On a une mémoire moyenne, on a une cognition moyenne, et notre mémoire, on n'est pas supposé on n'est pas construit pour être tout le temps efficace. Mais la pression de la vie moderne crée cette demande d'efficience, et donc on va se retrouver avec des gens qui prennent soit de l'adéral, soit dans d'autres cas ce qu'on appelle des nootropes. Donc vous n'avez pas de trouble, mais vous allez prendre des molécules pour booster un peu comme dans le film Limitless. Le plus connu s'appelle la modafinil, et les étudiants, par exemple, aux États-Unis, ils sont quasiment tous, j'exagère, hein, mais l'usage du modafinil, notamment par exemple à la Silicon Valley, alors que le modafinil, en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça éteint votre sentiment de fatigue. Donc vous avez l'impression d'être plus concentré, mais en fait, c'est juste que vous ne sentez pas la fatigue. Donc c'est un effet de contraste. Et c'est un vrai problème qui, heureusement, ne fait pas partie des problèmes sur lesquels j'interviens beaucoup. Donc c'est le problème des autres, de mes confrères et consoeurs. Mais est-ce qu'il pose aussi les bonnes questions? C'est-à-dire, de nos jours, par rapport justement avant, l'utilisation des écrans, des réseaux sociaux, etc., à outrance ne fait pas que... Justement... Oui, mais ce n'est pas juste les écrans, ça, on le voit depuis avant les smartphones. C'est-à-dire on oublie que les smartphones, ça n'a même pas 20 ans encore. Ça, c'est vraiment une sorte de myopie intellectuelle de combien on est supposé fonctionner. Moi, je vois des personnes qui... J'ai déjà soigné des personnes en une séance ou en 2 séances, pas parce que je suis brillant, mais parce que en fait, ce truc de réductionnisme fait qu'on part tous du principe que le comportement d'une personne est conditionné par son cerveau. Mais ce n'est pas vrai. On a, encore une fois, ce qu'on appelle une cognition incarnée. Mon fonctionnement et l'interaction entre mon cerveau, mon corps et mon environnement. Il y a un psychiatre qui s'appelle Thomas Fuchs, un autre livre que je peux vous recommander, qui s'appelle Ecology of the Mind, où il dit, en fait, quand une personne va mal, la maladie mentale est différente des autres maladies. Parce que la médecine est influencée par un modèle qui s'appelle le modèle biomédical. Le modèle biomédical dit que si quelqu'un va mal, il y a 3 supposés qu'on peut faire. Le premier, si quelqu'un va mal, c'est qu'il a un pathogène. Et si on veut le soigner, il faut éliminer le pathogène. Et une personne saine, c'est une personne sans pathogène. Sauf que quand on passe à la santé mentale, le modèle biomédical arrive très vite à sa limite. Je peux vous donner plein d'exemples. Dans les années 80, on considérait que les homosexuels étaient malades, donc on cherchait un pathogène dans leur organisme, évidemment qui n'existe pas, donc on leur a fait du soin pour enlever le pathogène avec les thérapies de conversion, ce que poussaient les personnes homosexuelles à se tuer. Qu'est-ce qu'on a soigné ? On a soigné l'environnement. Le problème n'était pas dans la personne, il était dans son environnement. On a dit, vous ne pouvez plus être homophobe, c'est interdit. Et si des personnes homosexuelles sont dans des environnements non homophobes, elles vont aussi bien ou mal que des personnes non homosexuelles. L'homosexualité devient un truc qui est secondaire dans combien on va mal. On fait la même chose avec d'autres choses, c'est-à-dire dès que quelqu'un va mal, on considère que c'est des facteurs internes. Mais par exemple, j'ai eu des patients qui sont très anxieux, qui sont très irritables, et quand je fais l'anamnèse au début, à un moment, je sais pas, je demande combien est-ce que vous dormez, ils me disent ils dorment 4-5 heures. Et je leur explique que je ne vais ni explorer leur enfance, ni leur relation à leurs parents, ni même ce qu'ils se disent. Ils vont partir, ils vont dégager de chez moi, ils vont aller se démerder pour dormir 7-8 heures par nuit pendant au moins 1 mois. Et si dans 1 mois, ils sont encore anxieux, ils reviennent me voir. Et souvent, ceux qui y arrivent, parce que parfois ils n'y arrivent pas, parce qu'il y a la réalité matérielle de la vie, mais ceux qui arrivent vont m'appeler, me dire « Ah bah, je suis plus anxieux ». Parce que c'était leur corps. D'autres ont des troubles de l'humeur parce qu'on leur parle hyper mal au travail.
Et en fait, la maladie est dans le cerveau de leur supérieur hiérarchique. Ce devrait être eux qui devraient venir en thérapie. Eux, si je les sors de cet environnement toxique, ils vont hyper bien. C'est vraiment leur hygiène de vie et leur hygiène de relations sociales qui sont mauvaises. Et donc, il faut soigner ça. Et donc, Thomas Fuchs, il dit, quand on soigne dans la santé mentale, il faut tout le temps se demander d'où vient le problème. Il n'est pas tout le temps interne. L'analogie qu'il donne, il dit, je peux avoir des problèmes de respiration parce que mes poumons ont un problème, mais je peux avoir des problèmes de respiration parce que je suis dans une salle pleine de fumée. Et c'est complètement délirant, si je suis dans une salle pleine de fumée, de penser que le problème, c'est mes poumons. Il faut soit que j'aère la salle, soit que je sors. Et après, mes poumons vont bien et je vais pouvoir respirer. Aujourd'hui, on a ce réductionnisme à l'individu. Si quelqu'un est déprimé, c'est que la dépression est dans son organisme. Pas du tout. Si je suis une femme et je me fais harceler tous les jours au travail, donc je développe une boule au ventre, mon organisme est complètement sain. C'est juste que je suis en train de payer le prix de baigner dans cette piscine de sexisme qui est en train de m'impacter. Et donc on doit repenser, avoir une vision, ce que je dis dans Normania, c'est d'avoir une vision non réductionniste du fonctionnement de l'humain. Se demander quel est le bon niveau explicatif et de ne pas tout le temps vouloir agir sur le niveau de l'individu, voire du cerveau de l'individu. Donc quelqu'un qui n'arrive plus trop à se concentrer ou qui a des trous de mémoire parce qu'il veut solliciter sa mémoire et son attention du moment où il ouvre les yeux avec les écrans, parce que les écrans créent une sorte de sursollicitation attentionnelle, mais bien avant aussi, parce qu'on a un projet hyper important, J'interviens beaucoup en entreprise, ça m'est jamais arrivé d'aller dans une entreprise, leur dire comment ça va, ils me disent en ce moment c'est calme. Alors que j'ai bossé en hôpital, et à l'hôpital on avait des moments où c'était calme. Donc je ne sais pas si une entreprise qui produit des câbles à une pression dingue comme un hôpital qui fait des opérations de stimulation cérébrale profonde. Et ils sont beaucoup plus stressés que les neurologues avec qui je travaille, qui vont rentrer, prendre une perceuse, faire bzz dans le crâne d'une personne qui est réveillée, ouvrir le crâne, mettre une électrode et dire « ça va, ça va ». Et la personne qui dit « non, il y a tout mon champ visuel qui est parti de côté », elle dit oh, « pardon, j'enlève les électrodes, ah oui, c'est revenu », etc. Du coup, il faut qu'on sorte de cet solutionnisme par l'individu. L'individu est parfois le bon niveau explicatif, mais parfois ça ne l'est pas. Et c'est important de séparer les deux. Et une grande partie des TDAH, effectivement, je pense, qui peuvent être soignés ou ça n'existe pas, parce que la personne, en fait, ses compétences sont dans la moyenne, c'est juste qu'elle a une attente complètement injustifiée de combien on est performant en tant qu'espèce, ou bien ça peut être soigné par le mode de vie et l'hygiène de vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des adultes qui ont des troubles de l'attention. C'est juste que la prévalence est assez stable. Je ne sais plus c'était combien pour le trouble de l'attention, on va dire 1-2%, j'ai inventé, mais ce n'est pas ça qui est important dans ce que je dis. Et d'un coup, on est passé à 10%. Ce delta, il ne peut pas être expliqué que par des facteurs externes. Ce n'est pas possible que tout le monde a une sorte de mutation génétique et boum, on est passé de 2% à 15% de la population qui fait des burn-out. Et donc, il faut soigner les facteurs externes. Merci beaucoup Albert, merci beaucoup, merci. On retiendra évidemment cette idée de transversalité qui a traversé toute la discussion, cette idée aussi de faire confiance aux autres, mais de rester méfiant par rapport aux IRM. Ça, j'ai retenu. Ça, c'est très bien. Donc, comme je vous le disais, c'est un exercice dans l'art de la frustration. Mais Albert nous a proposé de rester encore quelques instants, quelques minutes après notre échange, afin éventuellement de signer, je vous le rappelle, son excellent livre Neuromania, ou de répondre peut-être encore à l'une ou l'autre de vos questions. Avant de vous quitter, je m'en voudrais de ne pas vous rappeler que le 22 mai prochain, sur cette même scène, à 20h, Sama Karaki nous rejoindra pour venir discuter avec nous du talent réalité ou fiction, point d'interrogation, ou illusion même, je dirais. Donc 20h, je pense que les réservations sont ouvertes sur le site de la Cité Miroir. Et je vous rappelle donc que l'exposition Illusion, qui a raison, qui a tort, est présente donc sur le plateau de la Cité Miroir jusqu'à la fin du mois d'août pour les visites libres et jusqu'à la fin du mois de juin pour celles et ceux qui seraient intéressés par des visites guidées en groupe ou si certains d'entre vous travaillent dans des écoles, etc. Ça se remplit déjà bien, donc n'hésitez pas à réserver pour une visite guidée. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous remercie beaucoup pour votre participation et encore merci à Albert pour cette rencontre.